Please come in and welcome back for the second Bonjour part et of the bienvenue pour la Sustainability Forum deuxième partie de notre forum 2022. I hope you followed what we've been trying to do with you J'espère for que the last vous 2 avez hours. suivi ce qu'on a fait dans la première partie. On a déjà planté les décors pour voir ce qui se passe autour de nous au Luxembourg, mais aussi dans le monde entier, avec des images dramatiques, avec la musique, pour voir là où on est. Allez-y, hein? Allez vous asseoir, pas de souci. On veut essayer d'analyser ce qui se passe dans nos esprits. Au Luxembourg, on a essayé de comprendre de nouveaux concepts tels que la solastalgie. On a écouté les témoignages. Ce que je trouve aussi important, on a essayé de voir comment faire face à ces phénomènes des théories de la conspiration. Et maintenant qu'on a fait ce parcours, je dirais qu'il est temps de passer des émotions au mouvement, à ce qu'on peut faire. Et c'est avec plaisir que je vous présente une personne très importante dans le monde de la durabilité, Monsieur Elkington, John Elkington. Comme je le disais il y a quelques minutes, c'est le mot, c'est la personne qui a inventé les 3 P, People, Planet, Profit, gens, planète, profit. C'est le triple bilan. Après, il a été écouté par Al Gore, Obama et d'autres. Et il a reçu plusieurs prix pour la durabilité. Il a assuré la durabilité du Dow Jones et d'autres. Son idée principale, c'est qu'il faut redémarrer le capitalisme. Comme vous voyez, il parle d'un capitalisme régénératif. Ce sera très intéressant d'écouter sa présentation. Merci encore à la Chambre de commerce britannique, qui est notre partenaire et qui nous a permis d'avoir John ici au Luxembourg. Ce n'est pas toujours évident d'avoir des personnes aussi connues ici. C'est la première fois que M. Elkington visite le Luxembourg. Donc, on est très fiers de l'avoir ici avec nous. Mesdames et messieurs, il est temps de donner la parole à M. Elkington. Merci. À vous la parole, M. Elkington. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. Je suis vraiment très, très heureux d'être là. Je porte une cravate, comme vous voyez. Et pourquoi est-ce que je la porte? Maintenant, ça fait 50 ans que je travaille dans ce secteur et j'ai toujours porté une cravate quand je travaillais avec les dirigeants. C'est l'un des peu signaux qu'on peut donner de cette différence, la cravate. C'est ça qu'on voit tout de suite. On voit qu'on a affaire avec des humains. Je suis vraiment très content d'être ici et je vais parler des raisons d'optimisme qu'on a. Parce que je suis souvent déprimé pour la situation du monde. Comme on a vu aujourd'hui aussi, on a des raisons de l'être. Je vais parler de la réaction du public, juste quelques diapos sur ce thème, comment ça se reflète dans le monde des entreprises, et je parlerai du creux. Vous voyez bien la forme des tuyaux aussi en dessous de chez vous, dans la salle de bain. Tout ce qu'on connaît est un état de crise et ça s'accélère.
Et ça, ça se reflète dans le RSE aussi. Je parlerai aussi des signes. Les signes sont exponentiels, soit en termes de problèmes, soit en termes de solutions. Et pourquoi est-ce que je pense que cette nouvelle décennie sera autant si transformative? On a bon anniversaire déjà à la Chambre de commerce britannique et merci de m'avoir invité. C'était l'année de la Terre à Rio de Janeiro. Et c'est là qu'on a commencé à parler de ces thèmes dont on parle aujourd'hui. À l'époque, on n'avait pas vraiment de responsable de l'environnement. C'était vraiment rare. Donc on parle de cette période de 30 ans environ. Mais dans le futur, 30 ans dans le futur, il y a 30 ans, je travaillais avec l'équipe de Limites à la croissance et ce n'était pas le business, le point central, c'était le militaire, la sécurité. La plupart de ces questions sont en train de donner des signaux d'alarme dans le monde entier. Par exemple, le ministère de la Défense britannique est très inquiet par ces questions dont on a parlé aujourd'hui. Selon certains, la technologie va nous sauver. Je lisais dans l'avion un livre que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle The Survival of the Richest. C'est-à-dire, ça parle des billionnaires, des milliardaires qui ont trouvé des solutions pour une catastrophe qu'ils jugent imminente. Il y a des capitalistes de toutes sortes, ça, il faut le savoir. Personnellement, je suis assez optimiste par rapport à il y a 30 ans, parce que je pense qu'on n'aurait pu jamais affronter ces défis si on n'avait pas l'expérience de ce qui ne marche pas à niveau systémique aussi. Je commence par quelques commentaires. Qui s'inquiète de ces problèmes? Je trouvais extraordinaire cette affirmation de Stuart Kirk, responsable de l'investissement auprès de HSBC. Peu importe si Miami sera sous l'eau dans un siècle. Peu importe, parce que nous, on considère les prochaines 5-6 années. C'est ça qui importe pour nous. Et ça, c'est le contraire de ce que plusieurs institutions financières disent, que ça les inquiète. Donc, ici, vous le savez bien, au Luxembourg. Ça arrive souvent que les gens mentent. Alors, il faut que les gens, par contre, disent la vérité. On a des défis qui se multiplient devant nous. On a le secrétaire général des Nations Unies qui affirme ce qu'on voit à l'écran. Je ne veux pas les lire, mais on va les revoir encore. Ce n'est pas forcément des criminels, mais ce sont des complices dans ces processus. Les Nations Unies n'auraient pas fait ça dans le passé, mais tout change autour de nous et ils ont dû changer aussi. Je pense que la crise touche le capitalisme, la démocratie, mais aussi la durabilité. Je ne pense pas que l'agenda de la durabilité soit assez articulé
est utile pour arriver à des résultats concrets. Ça, c'est un des problèmes. Vous avez déjà vu des diapos comme ça. Le point essentiel, c'est que notre cerveau n'est pas très doué pour les exponentiels. Il n'est pas fait pour ça. Parfois, je reprends un livre que je n'ai pas lu pendant longtemps, The Sun Also Rises. Permettez-moi une citation de ce livre. Comment est-ce on fait faillite, en fait? Maintenant, on a plusieurs choses qui se présentent et deviennent de plus en plus graves autour de nous. On voit ici une zone d'agitation, d'inquiétude, de rage, tout au fond, dans l'image qu'on voit. Et c'est là que puisent des partisans les populistes. Parfois, on a exagéré ces inquiétudes parce que les autorités ne sont pas à la hauteur de ces défis, mais on a voulu aussi essayer de convaincre les gens que la science peut faire face à ces défis. Et après, on a eu l'invasion russe de l'Ukraine. Et parmi les conséquences, on a commencé à entendre parler de sécurité énergétique, alimentaire, du climat. Les mots sécurité commencent à apparaître de plus en plus. Et parfois, il y a des coquilles graves faites par des hommes politiques. Scott Morrison, le Premier ministre de l'Australie, il avait amené un morceau de charbon au Parlement. Vous le voyez. Il avait dit, c'est ça le futur. Il avait déjà dû abandonner son mandat, en plus. Le changement est vraiment basé sur les facteurs environnementaux et sociaux. Et l'Australie a, par la suite, adhéré à l'accord sur le climat. Dans les États-Unis aussi, la lutte sur le climat continue. Aussi dans le contexte de la loi sur la réduction de l'inflation. C'est une manie concernant l'ISG. Il y a 25 ans, j'avais demandé au dessinateur de créer un diagramme, un dessin en fait, avec un poisson, comme vous voyez, une dame qui représente les pauvres, les réfugiés du climat et autres. Et le troisième, c'était un robot. Un système expert à l'époque est devenu part d'un conseil pour la première fois en 2014 à Hong Kong. C'était une blague à l'époque, mais ça devient réalité. Peut-être je vais revenir... Ah non, je ne peux pas revenir, désolé. En arrière, en 2018, je travaillais pour le Harvard Business Review. Je me suis occupé, je proposais le rappel d'un produit, le triple bilan, la triple bottom line. Je travaillais dans le secteur de l'automobile avec plusieurs noms très connus. Quand on rappelle un produit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut réparer ces problèmes et après, on remet les produits sur le marché.
Mais ce n'était pas du tout le cas de B Corp, avec la création des valeurs à plusieurs dimensions. Les critères environnementaux, c'est un peu pareil, mais pas exactement. On voit des conflits très intéressants. Par exemple, Elon Musk, quand l'index de la durabilité a voulu éliminer Tesla de sa liste, Musk était vraiment déçu parce que comment est-il possible qu'une entreprise qui a révolutionné le secteur soit exclue de cet index? Et en même temps, ExxonMobil est rentré dans cet index. Donc ça, c'est vraiment surprenant. C'est vrai qu'ils ont fait un travail de lobby assez important au cours des années. On voit des magazines comme l'Economist ici. Ils disent qu'il faut essayer quelque chose de nouveau, en fait. Il faut avoir une conscience accrue des différentes composantes de ces critères. Ce qui a été souligné par la taxonomie de l'Union européenne pour une valeur supérieure à 2 milliards d'euros. Là aussi, c'est une sorte de blanchiment. Mais il faut passer par là pour changer de paradigme. Il faut encourager le monde de la finance à reconsidérer toutes ces valeurs, attirer des gens qui sont formés. Et maintenant, très rapidement, le signe. La plupart d'entre vous ont déjà entendu parler du Black Swan de Nassim Nicholas Taleb, qu'on appelle aussi le signe noir, et qui est l'emblème d'essayer d'inspirer plus de durabilité. Et c'est un livre qui était très important pour beaucoup d'entre nous parce que c'est un livre aussi qui a été qui a eu beaucoup de succès parce que il s'agit non seulement d'identifier des risques dans les marchés financiers, mais il s'agissait également de classifier, de catégoriser, de décrire certains des défis systémiques les plus importants auxquels nous devions faire face. Donc toutes ces choses, elles apparaissent sans prévenir, on ne sait pas d'où elles viennent sur le coup. Et ensuite, on s'étonne après de ce qui s'est passé. Une fois qu'on a traité la crise, on essaie de comprendre d'où ça vient et comment on aurait pu mieux agir de manière à ce que ça ne se reproduise pas. Et on se pose maintenant aujourd'hui la question de dire est-ce que la Covid-19 c'était un signe noir? Eh bien, quand on lui pose la question, il dirait que non, parce qu'en fait c'était prévisible. Quelque part. Si on essaye de faire des évaluations de risque, on a des rapports auxquels on ne prête pas suffisamment attention. Il y avait déjà également les mêmes caractéristiques sur des problèmes passés. Donc, je vais maintenant parler de quelque chose de plus positif, mais je voulais quand même parler de ce signe noir. Alors, il y a également maintenant ce qu'on appelle les signes verts, Green Swans, l'observatoire Green Swans. Il s'agit d'une organisation qui est basée sur l'environnement, sur le climat. Et les Green Swans, les signes verts, essayent vraiment de se concentrer sur ces enjeux. Par exemple,
l'Union européenne a une sorte de Green Deal qui évolue avec le temps. Et c'est l'exemple d'un signe vert, c'est-à-dire des personnes aussi qui essayent de mettre sur leur carte de visite. J'ai des exemples de cartes de visite de personnes en Indonésie qui mettent ce petit signe vert sur leur carte de visite pour montrer que l'environnement, le climat, c'est important pour eux. Donc, en fait, il y a cette idée de people, planet, profit, donc cette triple bottom line, le triple bilan, personne, planète, profit. Et j'ai mis, moi, un petit peu de temps pour essayer de comprendre comment y arriver. Pour ma part, ça m'a pris 18 mois pour essayer de mettre en image ce concept. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde, dans notre réalité, dans nos réalités, il y a plusieurs horizons, il y a plusieurs modèles qui viennent se superposer. Et ici, vous voyez à l'écran 3 horizons qui se superposent. En haut à gauche, vous avez un monde dans lequel nous avons tous grandi, un monde qui date des accords de Bretton Woods en 1944, le plan Marshall, etc. Nous avons tous grandi dans cette période et je pense que ceci est en train de se désagréger à une vitesse exponentielle. Et à un terme un peu plus long, dans un terme un peu plus long, il y a cette promesse du capitalisme régénérateur, avec des grandes compagnies comme PepsiCo ou encore Coca qui essayent de montrer leur intérêt pour le climat et l'environnement. Et je pense que sur le long terme encore, on va voir un capitalisme qui deviendra de plus en plus régénérateur. Il y a une évolution qui se fait vers le vert. Mais à moyen terme, au milieu, il y a ce modèle qui a été laissé un petit peu pour compte aujourd'hui également, et qui est celui, alors oui, effectivement, de la sécurité. Il s'agit de la résilience. Quand vous parlez au PDG, quand vous parlez au CFO des entreprises, ils vous parlent beaucoup de résilience, même au niveau politique. Et c'est un aspect qui est crucial, dont on parle de manière très cruciale un peu partout. Et à moyen terme, il va être absolument important d'en prendre conscience. Ceci va être mis un peu dans tous les domaines de la société. Il va s'agir ici d'investir dans des améliorations sur le long terme. Donc cette résilience qu'on essaie d'atteindre à moyen terme. Alors, où en sont nos leaders actuellement? Eh bien, ça, c'est à peu près la meilleure image qu'on puisse présenter aujourd'hui. Ma 5e partie, une décennie transformatrice, où la transformation est très présente. Nous nous posons la question de savoir comment est-ce que nous développons nos entreprises, nos concepts économiques en fonction de ce que nous voulons obtenir, de ce que nous voulons atteindre. Et aujourd'hui, quand on parle de transformation des entreprises, ce terme, ce vocabulaire qui est utilisé est très fort. Et ce que je dis très souvent aux PDG des entreprises, c'est que vous ne pouvez pas uniquement faire cette transformation par vous-même, vous ne pouvez pas transformer vos modèles d'entreprise seuls. Vous avez besoin des politiques, de ceux qui vont définir la politique pour avancer. Parce que sinon, oui, effectivement, on trouve quelques cow-boys et quelques personnes qui vont travailler de manière marginale, mais la majorité, ce n'est pas le cas. Mais si vous prenez l'exemple de Nestea, qui était le leader en termes d'énergie fossile en Finlande, il y a eu une transformation de cette entreprise. Quand on voit aujourd'hui ce changement, c'est assez important, c'est assez incroyable. Je vais en terminer avec un autre exemple. Ce que nous avons fait récemment, c'est de travailler avec une infrastructure espagnole. Ils nous ont invités avec 27 de leurs jeunes cadres et la réunion était très simple. Le but de la réunion était très simple. Développez-nous une stratégie de régénération à 5 ans.
stratégie durable à 5 ans. Et ils ont dit non, on ne va pas le faire sur 5 ans, on a au moins besoin de réfléchir à 10 ans. Et il va falloir que ce soit autour de la régénération et pas uniquement autour de la durabilité. Et donc, c'est fascinant de voir à quel point l'envie de faire, l'envie d'avancer est forte. Un peu après, il y a quelques semaines, au Brésil, j'ai pu voir à quel point on s'engageait. Ici, vous voyez des tunnels qui ont été creusés, qui ont été mis en place. Et il y avait des personnes qui venaient de favelas, de quartiers particulièrement défavorisés. On essayait de les intégrer pour favoriser l'emploi dans ces zones. Un peu plus rapidement, un grand nombre d'entreprises essayent de travailler dans ce qu'elles appellent l'engagement, la gestion des chaînes de fourniture, d'approvisionnement. Elles essayent également de parler de responsabilité sociale et écologique. Mais ce qui est important, c'est que elles ne sont pas des entreprises qui sont intégrées à des entreprises qui fonctionnent de manière un peu disparate. Donc en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'avoir réellement avoir quelque chose de très intégré à tous les niveaux de l'entreprise. Et c'est particulièrement intéressant de voir ceci se développer. Encore une fois, ce qui est important ici, dans cette entreprise, un exemple pour Ford et Solvay d'économie cyclique où on essaye de ne plus rien perdre et de tout réutiliser. Ensuite, j'aimerais vous présenter quelques questions. Demandez-vous si vous pouviez amener les nouvelles générations, les générations futures à voter dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles voteraient? Quelle serait leur voix dans le monde d'aujourd'hui? Dans quoi est-ce qu'elles investiraient? Qu'est-ce qu'elles aimeraient développer et pourquoi? Essayez de vous poser cette question. Et qu'est-ce qui ne fonctionnerait pas pour elles? Et qu'est-ce qu'elles aimeraient que l'on sache? Et un des livres que j'ai lu récemment s'appelle The Children of the Anthropocene, les enfants de l'Anthropocène. Et il s'agit d'un livre de Bella Lack qui parle à ces enfants de l'Anthropocène en disant voilà à quoi le futur ressemble et ce qu'on aurait pu faire. Donc, avez-vous des questions? Si vous avez des questions que vous ne pouvez pas poser maintenant, je vous ai mis mon mail à l'écran, mais maintenant, l'émotion que moi j'aimerais, qui est la plus forte là maintenant pour moi, c'est la curiosité parce que j'aimerais savoir ce qui va se passer par la suite et de quoi nous allons parler après cet exposé. Merci pour votre attention. Très bien. Je pense que nous avons l'opportunité peut-être de parler un petit peu avec John pendant quelques minutes au moins. Donc je suis sûre que ceci va vous pousser peut-être à poser quelques questions. Alors vous avez la possibilité de vous exprimer, mais ne parlez pas sans micro, s'il vous plaît. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main et nous allons vous amener un micro. Ah, des timides dans la salle. Allez, je suis sûre qu'il y a quelques questions. Il faut juste oser. Ah, un volontaire. Merci. Concernant votre dernière diapositive, nous avons vu les élections des derniers temps penchant plutôt vers les conservateurs en Suède, en Italie, au Brésil. Ce n'est pas encore sûr de savoir qui va gagner. Mais est-ce que ce réveil a réellement lieu? Parce que sinon, l'agenda progressif devrait être plus fort. Même aux États-Unis, ce n'est pas forcément donné de dire que les conservateurs vont gagner les prochaines élections. Si on revient à la dernière diapositive, pour qui voteraient les nouvelles générations? Je n'en ai aucune idée. C'est une question horrible. Et merci pour votre question. Je ne suis pas en mesure du tout d'y répondre. Mais du moins, ce que j'en pense, c'est que ces prochaines années, nous allons nous retrouver dans un cycle où les gens vont commencer à avoir la confiance de faire ce qu'ils pensent juste. Et on va voir ces périodes. On a bien sûr des
période de populisme mais quand on voit ce qui se passe en Ukraine à l'heure actuelle et de dire on arrive dans une période de guerre, alors oui, mais je ne pense pas que ce qu'il y a en Ukraine, c'est réellement la guerre. Je pense qu'il faut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus fort. Donc, il y a bien sûr des populistes d'extrême droite qui ont du pouvoir, mais je pense avec le temps, ils perdront leur pouvoir et je pense que les objectifs de chacun vont plutôt se concrétiser vers quelque chose de plus progressif. Et nous avons vu au Brésil ce qui s'est passé et les conservateurs pensaient que Lula allait gagner et puis en fin de compte, non. Donc, il y a eu des mouvements des partis. Donc, ma conclusion, ce serait de dire que notre agenda est en train de se concrétiser. Il est devenu bien plus politique, malgré nous. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que nous allons pousser les changements appropriés, puisque il ne s'agit pas d'aller écrire des lettres à droite, à gauche aux politiques pour leur faire prendre conscience des changements. Mais ce qui est important, c'est réellement d'avoir des coalitions, des alliances qui vont pousser le système politique dans notre sens. Et je ne pense pas que ce sera dans les 2 ou 3 prochaines années, mais je pense qu'il faut penser un peu plus loin en termes de 7 ans, 10 ans, pour voir ces changements. Une autre question, mais j'aimerais beaucoup continuer cette conversation plus tard autour d'un verre. Une question. Quel serait, selon vous, ce qu'il faudrait avoir en place pour permettre l'arrivée de signes verts? Alors, les signes verts, ce sont des solutions exponentielles et elles peuvent probablement, ces solutions nous permettent de relever certains défis. On peut penser, bien entendu, que la technologie va permettre de résoudre certains problèmes. Oui, la technologie, c'est quelque chose d'incroyable. En attendant, il faut quand même comprendre que la technologie cause également des problèmes auxquels on n'a jamais pensé auparavant. Donc, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de la biologie synthétique, ou peu importe, il y a certainement bien plus de ces technologies numériques qui permettent de recombiner certaines choses. Et un groupe, je l'ai mentionné hier soir, mais un groupe qui est particulièrement fort, c'est Rethink et RethinkX. Et ce groupe est présent en Californie, il est présent également au Royaume-Uni. Et leur rôle, c'est de réfléchir à ce qui se passera dans l'avenir au niveau technologique. Et ils pensent que ces 25 prochaines années, nous allons avoir une rupture technologique très importante, qu'il va y avoir une explosion en termes de technologies intelligentes, comme Google s'y attendait d'ailleurs. Et ce que l'on a vu, c'est qu'il y a eu une augmentation de 50% des kilomètres que nous voyageons et qu'en même temps, 70% de diminution des revenus des producteurs de véhicules. Donc en fait, on voit plus 50% de kilomètres, moins 70% de revenus pour les producteurs de véhicules. Cela montre bien qu'il va y avoir une rupture très importante. Et ce sont des prévisions sur les prochaines années. On pense également qu'il y aura la possibilité de réduire ces 20 à 30 prochaines années de 60% le nombre de têtes de bétail dans les élevages parce qu'on aura la possibilité de produire une alimentation riche en protéines d'une autre manière. Donc la technologie va être cruciale, un élément crucial ces prochaines années. Et je pense, Christian, que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez avec l'IMS. Un des investissements les plus importants que nous pouvons faire en tant qu'espèce, c'est celui de la technologie, mais nous n'avons pas le temps d'éduquer les gens pour utiliser cette technologie. Cette technologie s'accélère de manière exponentielle, on n'arrive plus à suivre. Donc aujourd'hui, on essaie de se concentrer. Il faut se concentrer aussi sur les étudiants, sur les personnes dans les sciences humaines. Donc toutes ces choses, c'est la manière, c'est ce sur quoi on doit se concentrer pour réussir à accompagner ce changement technologique et ces ruptures. Nous avons tous besoin, alors je ne vais pas dire de
rééducation, parce que ça sonne un peu cambodgien ou soviétique. Mais vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup l'entrain avec lequel vous êtes de cette idée aussi. Nous avons besoin de nous éduquer, nous avons besoin d'éduquer un peu les gens autour de nous. On a le temps pour une dernière question. Je vois qu'il y a une personne qui lève la main là-bas. Est-ce qu'on pourrait lui donner un micro? Ce serait génial. Teamwork, perfect. Look at that. Here we go. Et voilà. Merci. Is it working? Yeah. Cool. Thank you for your speech. Merci pour votre exposé. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une urgence, en particulier sur les marchés financiers, à votre niveau du moins. Robot CEOs. Mais on n'a pas encore des PDG robots. Donc, quelles sont les trois prochaines étapes que vous suggériez pour un futur régénérateur? Très bonne question. Alors, merci, mais je pense que chacun d'entre vous aurait ses trois étapes favorites. Alors, moi, personnellement, je pense que ce qui est le plus important, c'est que on aime bien travailler de chez nous, en télétravail, et je pense que les PDG ont besoin de comprendre ce qui se passe en dehors de chez nous, et de ne pas rester chez nous, de ne pas rester dans nos entreprises, mais d'aller réellement voir ce qui se passe ailleurs, d'aller voir ce que font les autres. Et j'aimerais savoir aussi combien de PDG sont prêts à envoyer leurs employés visiter des fermes régénératrices ou des entreprises qui sont actives dans le capitalisme régénérateur. Je suis absolument choquée quelquefois de voir les implications qu'ont certains PDG à travailler. Je me souviens du PDG de Daimler qui disait: j'ai vu de quoi il s'agissait, j'ai lu sur ce sujet et je savais tout cela, mais c'est la première fois réellement que je ne comprends pas pourquoi vous êtes ici, a-t-il dit un autre PDG d'une autre entreprise, en disant vous ne serez plus là parce que cette technologie n'existera plus. Donc on se rend compte qu'il y a le pouvoir, il y a un pouvoir très fort chez les PDG, mais pas suffisamment ailleurs. Et donc, les personnes qui sont les plus dans des situations confortables ne sont pas celles qui sont le plus à même de prendre les bonnes décisions. Donc, les personnes qui sont dans la rupture, qui essayent réellement de pousser au changement, ce sont les personnes à qui on devrait donner le pouvoir de prendre des décisions. Donc ça, c'est réellement pour moi le plus important. Nous avons besoin de jeunesse, puisque les personnes qui sont plus à même de créer la rupture sont des jeunes. Et enfin, j'aimerais terminer en disant ne faites pas d'hypothèses, ne partez pas du principe que vous savez tout. Il faut continuer à parler aux gens, il faut continuer à évaluer, il faut continuer à rester ouvert d'esprit. Et ce monde change, notre monde change énormément et il faut absolument être réceptif au changement en étant ouvert d'esprit. Une partie de ce que peuvent faire les PDG, c'est d'instruire, c'est d'éduquer dans les écoles, dans les universités, de façon à expliquer ce que eux font, d'être prêts pour la rupture, d'être prêts pour les changements. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites d'une manière générale. Merci beaucoup de votre attention. Merci John, merci. Alors, j'ai demandé à John un petit peu plus tôt, puisqu'il a déjà été dans des centaines de conférences, mais je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu continues à faire des conférences, et il m'a dit j'ai toujours le besoin d'essayer de faire passer ce message, et je pense que je n'arriverai jamais à le faire passer complètement. Merci John. Donc peut-être que vous pensez que tout ceci est très beau sur le papier, mais est-ce que cela existe réellement dans la vraie vie? Eh bien, nous allons en parler maintenant avec notre table ronde dans quelques minutes, avec tous les entrepreneurs qui vont venir nous rejoindre.